Ah, j'adore me planter complètement. Donc déjà, d'une part, apparemment, on va alterner entre les épisodes centrés sur notre monde à nous dans l'époque actuelle et sur le monde des contes de fées à l'époque actuelle aussi. Donc, euh, donc ouais, j'avais dit un peu des conneries sur Jennifer Morrison, l'actrice qui joue Emma, apparemment. J'ai dit des conneries sur le fait qu'il y ait deux types de haricots magiques. Apparemment, la longue tige qui mène à chez le géant, c'est pas vraiment dû à un haricot magique, c'est là, quoi, pour une raison que je connais pas exactement. Mais en fait, c'est des géants qui cultivent les haricots magiques, qui mènent vers d'autres mondes, et ils s'en servaient pour piller ces autres mondes. D'après ce qu'on dit, parce que d'après ce qu'on va voir auprès d'un autre géant, ça a pas l'air d'être le cas, ça a l'air d'être plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt les humains qui étaient gentils, c'est-à-dire le héros Jack, le tueur de géants qui était plutôt un méchant, et les géants qui étaient les gentils, notamment avec le géant qu'on voit, qui est joué par Hurley de Lost. Dès que j'ai vu le visage de George Garcia, je me suis dit, ok, c'est pas un méchant ce type. George Garcia ne sait pas jouer les méchants. Non, je suis méchant, mais sérieusement, tu vois la bouille de ce type, tu te dis, tu peux pas être un méchant. C'est bon. Donc ouais, ils étaient pas super clairs là-dessus, mais on sent un petit peu quand même que on sent qu'il y a une histoire qui demande à être racontée là-dessus, et étant donné que ben, maintenant le géant, le géant Hurley va être un personnage récurrent, apparemment, on risque d'avoir un flashback autour de ça. Ce sera intéressant. Donc, l'histoire se centre sur Emma. Cette fois, on a un flashback sur sa vie avant qu'elle ne soit à Storybrooke, quand elle était une espèce de petite délinquante. Elle est tombée sur un mec qui s'avère être le type qu'on voit au tout début de la saison 2, c'est-à-dire dans la scène dont je vous avais parlé avec la carte postale. Donc, ce type, ils tombent l'un sur l'autre, et ils se sont tous deux des arnaqueurs, des délinquants, des voleurs à la petite semelle. Et donc, il y a un lien qui se noue très vite entre eux, et ils jouent à la Bonnie and Clyde, etc., etc., et ça dure la majorité du truc, jusqu'à un moment donné où il finit par l'abandonner, et c'est là qu'elle se retrouve en prison, enceinte, et qu'elle va avoir son enfant, etc., etc. Voilà, donc c'était un résumé assez court pour une histoire qui a pas des masses de rebondissements, sachant que quand même il y a un rebondissement là-dedans. Cette histoire, déjà vue 50 000 fois, ça semblerait être vexant. C'était pas mauvais en soi, mais c'est déjà vu pas mal de fois avant ce truc-là. C'est pas le type là, elle a pas quitté juste parce que c'était un salaud qui a profité d'elle, etc. Il l'a quitté parce qu'en fait, il est tombé sur Auguste, Pinocchio, qui lui a montré un objet mystérieux, qu'il a un peu convaincu de tout ce qu'il disait. Je ne sais pas ce que c'est que cet objet à la con. J'aime bien le truc. Dans la saison 1, ils se sont moqués du mystère, comme quoi quel objet il pourrait bien cacher dans sa valise et tout et tout. Et là, dans cette saison, il cache un truc mystérieux dans sa valise, cette fois. Ok, on part dans deux directions diamétralement opposées. Au début, j'étais pas fan de l'apparition de Pinocchio là-dedans. Au final, je trouvais que ça se recollait plutôt bien à ce qui était dit, c'est-à-dire à ce qui était montré pour Pinocchio, c'est-à-dire il a essayé de veiller un peu sur elle, mais il a été encore happé par les tentations à la fin quand l'autre type, je sais plus comment il s'appelle, désolé, ça se trouve il est important ce gars, mais ouais, l'autre type, celui qui est l'amoureux d'Emma dans le flashback, lui donne l'argent qu'il a recelé et des clés de voiture pour qu'il les fasse passer à Emma de façon ni vue ni connue. Eh bien Pinocchio il décide de garder l'argent et de seulement lui donner la voiture, de lui faire passer la voiture à Emma. Histoire de dire ouais, il est encore tenté par ça, il a des choses à se racheter, donc c'était pas trop mal ça. Voilà, donc cela dit, ouais, ça casse aussi toutes mes conclusions que j'avais faites sur le personnage quand je l'ai vu au début de la saison 2, en me disant ah c'est peut-être Bellfire, et ben non apparemment, hein. Ou alors c'est une putain de grosse coïncidence bien grasse, parce que là, non mais c'est niveau cosmique là, je veux dire, comme par hasard, et il y a une histoire d'amour qui se crée entre eux, alors que le mec ne sait absolument pas du tout
qui représentait Emma. On le voit clairement avec la scène avec Auguste, justement. On voit donc que ce type sait qui, ne sait pas qui il est, donc ne sait pas du tout qui elle représente. Comme par hasard, il y a une petite romance entre eux. Je me dis non, non, j'en sais rien. S'il s'avère être plus qu'il ne le montre dans cet épisode, ce sera un peu n'importe quoi pour moi. Mais on sent quand même que c'est un personnage qui va avoir un peu plus d'importance dans la suite. Donc vu que, comme je l'ai dit, il a reçu une carte postale à la fin, au début du premier épisode, alors que Pinocchio était toujours en marionnette. Donc c'est pas Pinocchio qui lui a envoyé, malgré le fait qu'il ait dit que ce serait lui qui l'envoyait dans le flashback. Euh, Alors, soit c'est une erreur au niveau de la cohérence de l'histoire, soit il y a un truc louche derrière ça. Mais bon, donc ça sent le personnage qui va revenir, qui va être quelqu'un, qui va être quelqu'un dans la vie d'Emma et d'Henri, étant donné que c'est son vrai père biologique. Et ouais, ça pourrait être un ajout pas trop mal. J'ai pas super accroché au personnage, j'ai pas trouvé sensationnel, mais il passait quoi. Et ça pourrait être pas mal dans les relations qui pourraient nouer. Mais ouais, donc ce flashback était pas extraordinaire, mais il se regardait. Petit truc, Jennifer Morrison est une bonne actrice. Je vais pas dire le contraire. Mais si on fait le calcul, et vraiment en fait, faisons le calcul, il est très clair, d'après ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, et si on fait le calcul très rapidement, vu que Henri a 10 ans, que Emma a accouché quand elle avait 18 ans. Autrement dit, toute l'aventure amoureuse, romance, etc. qu'elle a vécue avec ce type, eh ben, elle avait 17 ans c'est calcul logique. Elle a vécu ça à 17 ans. Et ok, on peut voir ça comme une espèce d'amour de fin d'adolescence envers un type plus âgé qu'elle, etc. Je veux bien le comprendre. Le truc, c'est que punaise, Jennifer Morrison n'est pas du tout crédible en gamine de 17 ans. Waouh! Pendant tout le flashback, je me suis dit, waouh, elle est censée avoir 17 ans. Bien sûr, je n'y crois pas du tout. C'est pire que Regina, j'avais du mal avec le côté jeune ingénu, mais là, j'y croyais pas une putain de seconde, quoi. Je croyais pas une seule putain de seconde que c'était le personnage de fille de 17 ans. C'est pas parce que vous lui avez attaché les cheveux que tout d'un coup, ça l'a rajeuni de 10 ans, quoi. Non. C'est le détail qui tuait légèrement le flashback pour moi. Je sais, j'imagine que ça aurait été un peu plus complexe de prendre une actrice plus jeune, sachant que ça aurait été tout à fait faisable, hein. Je veux dire, j'imagine que ça aurait été difficile de trouver une actrice qui donne l'impression que c'est Jennifer Morrison 10 ans plus jeune. Je peux le reconnaître, mais quand même, j'y ai pas trop cru, quoi. J'y ai pas trop cru, ce détail-là. Mais bon, malgré tout, ça restait un flashback acceptable. Et honnêtement, et comme j'ai dit que j'aurais bien aimé voir le passé d'Emma dans un flashback, on nous l'a montré. J'ai pas à me plaindre, je vais pas à me plaindre. C'était assez prévisible, mais je vais pas trop me plaindre. C'était correct. Dans le monde des contes de fées de maintenant, ils doivent grimper la tige du haricot géante. Crochet est obligé d'être l'une des deux personnes à monter parce que c'est protégé par un sort. Il n'y a que 2 bracelets qui peuvent permettre de monter. J'avoue que voilà, c'était une façon pas trop mal amenée de faire en sorte que les personnages se séparent pendant un petit moment. Donc ça crée une espèce de dynamique plutôt sympathique entre Crochet et Emma. Je vous cache pas que je suis toujours pas. Pour moi, c'est pas une bonne incarnation du personnage de Crochet en soi, mais en tant que personnage, sans prendre en compte le nom, c'est un personnage pas mal. C'est le béâtre beau parleur qui se la joue un peu, et honnêtement, il le fait bien, hein, et ça crée même une bonne dynamique entre lui et Emma. Honnêtement, ils allaient très bien ensemble. Donc, ils combattent le géant. Voilà, d'abord, ils endorment le géant, il reste pas éveillé longtemps, donc ils n'ont pas le temps de trouver la boussole, et Emma finit par capturer le géant, qui lui raconte la version des faits à lui, c'est-à-dire que Jack était un sale tueur et que les géants n'étaient pas méchants. Voilà, donc comme je dis, c'était un moment assez intéressant, un peu trop court. Il semble avoir créé un lien entre Emma et le géant Hurley,
Et disons que ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus développé, un tout petit peu plus étendu, ça. C'est histoire de dire, mais ça allait, ça allait. Donc, elle finit par trouver la boussole et par laisser le capitaine Crochet là parce qu'elle n'arrive pas à lui faire totalement confiance. Et donc, en se donnant une longueur d'avance pour aller capturer Korra avec les autres. C'était pas mal, c'était une avancée de l'histoire efficace. Ce qui était le plus intéressant là-dedans, c'était les échanges entre les personnages, les échanges entre le capitaine Crochet et Emma qui étaient bien faits, mais le plus intéressant, je trouve que c'était les échanges entre Aurore et Blanche-Neige. Donc pendant que Emma et Crochet partent à l'aventure contre le géant, elles s'attendent en bas, et il y a de très beaux moments entre Blanche-Neige et Aurore qui ont vécu la même chose. Elles ont toutes les deux succombé au même sort de sommeil éternel, entre guillemets, qui les a forcés donc à ne pas pouvoir se réveiller pendant longtemps. Et donc ça a créé un lien entre elles deux qui était pas mal fichu. Jusqu'à présent, le personnage d'Aurore, je trouvais qu'il apportait pas grand chose. Elle était là histoire d'être là, quoi. Elle était pas agaçante ou quoi que ce soit. C'était un personnage acceptable, mais et là elle commence à avoir un petit développement qui promet d'être intéressant pour la suite. Notamment avec un passage où elle fait un cauchemar, où elle se retrouve dans une salle sombre, où elle voit un personnage mystérieux qui la regarde, elle n'arrive pas à savoir de qui il s'agit. Et le petit twist de fin, c'est que à la fin, on voit une petite scène dans notre monde à nous, où Henry sort d'exactement le même cauchemar. Même cauchemar avec une salle sombre, rouge, une personne tapie dans l'ombre qui le regarde. Tu te dis, pas mal, ça instaure pas mal de bons trucs. Je sais pas si ça partira vers quelque chose de bien, c'est tout ce que j'espère, mais niveau instauration, c'était vraiment bien fichu. Donc voilà, une bonne progression de l'histoire principale. Le flashback était acceptable sans plus, mais ça peut promettre des choses intéressantes pour la suite. À nouveau un épisode donc sympathique. J'attends la suite. À bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!